Bonsoir à tous et bienvenue pour ce chat en direct du Conseil général du Bas-Rhin. Ce soir, en ouverture du mois du vélo, notre thématique sera donc le vélo. En effet, le département du Bas-Rhin a développé ce moyen de transport depuis plus de 20 ans maintenant, et ce qui en fait aujourd'hui le premier département cyclable de France. C'est aussi un maillon essentiel dans le projet européen de Eurovélo, de véloroute, avec le croisement de 3 véloroutes au sein du département. Ce soir, nous aborderons les thèmes du tourisme, évidemment, mais aussi des aménagements cyclables et aussi des nouvelles technologies et des nouvelles applications mobiles. Pour en discuter avec vous ce soir, le vice-président du Conseil général du Bas-Rhin, en charge du pôle aménagement du territoire, monsieur Alfred Becker, bonsoir. Bonsoir. Le responsable du plan vélo du Bas-Rhin, Christian Westberger, bonsoir. Bonsoir. La directrice de l'Office du tourisme Alsace-Bossu, Carole Bauer, bonsoir. Bonsoir. Et le président de l'association Bretzel, Geoffroy Webel, bonsoir. Pouvez-vous nous présenter un peu plus en détail votre association, s'il vous plaît? Bien sûr, bonsoir. L'association Bretzel, c'est un atelier d'autoréparation de vélos. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition des cyclistes des outils, des pièces détachées provenant de vélos recyclés et également des conseils de bénévoles qui animent l'atelier pendant 20 heures d'ouverture pendant la semaine. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous rappelle également que vous pouvez poser vos questions tout au long de ce chat. On commence par la première question d'un internaute. Étienne nous demande: parmi les utilisations du vélo, cherchez-vous à privilégier le moyen de transport, le loisir ou l'aspect sportif? Plus particulièrement, qu'est-ce qui motive finalement le département à soutenir cette pratique? Écoutez, vous vous doutez bien que le Conseil général ne s'intéresse pas à une catégorie en particulier, mais vise, je dirais, à apporter une réponse aux besoins de l'ensemble des Barinois. Donc notre souci majeur, c'est d'encourager la pratique du vélo, mais de l'encourager au sens d'une véritable alternative à l'utilisation de la voiture et donc d'en faire un véritable mode de transport, je dirais une certaine forme de réhabilitation sociale. Et dans ce sens-là, on s'intéresse à la fois aux sportifs, aux loisirs, aux touristes et puis à celui qui fait du domicile-travail. Voilà globalement un peu notre souci, donc être véritablement au service des Barinois, leur apporter une valeur ajoutée en termes de qualité de vie. D'accord. Dans ce cadre d'ailleurs de promotion du vélo comme moyen de transport, commence dimanche prochain le mois du vélo. Et on a une question d'Élise qui nous demande comment se déroule la fête du vélo à Wörth, inscription, heure de départ, etc. Vous pouvez nous donner un peu plus d'informations, peut-être Christian Weisberger? Tout à fait. Fête du vélo, il y aura d'une part un village vélo. Il y a différents acteurs qui seront présents à disposition, répondre à toutes les questions, toutes les informations. Il y aura bien sûr les territoires concernés qui mettront en avant également l'offre vélo du territoire dans lequel on se trouve. Et puis bien sûr deux circuits vélo qu'on propose à l'ensemble des cyclistes qui sont intéressés. Un circuit à vocation plus familiale, pour découvrir le territoire, et puis un circuit un peu plus sportif qui donnera d'autres vues, d'autres visions de tout, faisant le lien entre le vélo bien sûr, mais le territoire et tout ce qu'il y a à voir. Est-ce que je peux me permettre de vous rappeler donc, les dates de ce mois du vélo? Le dimanche 3 juin, donc, ça se déroulera à Wörth. Le dimanche 10 juin, nous aurons les activités à Marlenheim. Le dimanche 17 juin à Lorenzen et le 24 juin à Markolsheim. Bien, si vous permettez, ça permet de dire le mois de juin, dans le Bas-Rhin, c'est 4 dimanches, c'est 4 territoires, c'est 4 occasions de faire la fête, puis avec plein de choses à gagner. Voilà, donc rendez-vous nombreux pour ces 4 dimanches et cette fête du vélo. Je prends maintenant une question de Strasbourg Cycle Chic qui tient un blog. Et ils nous disent: nous animons donc le blog Strasbourg Cycle Chic dédié à l'univers du vélo à Strasbourg. À quelques jours de la fête du vélo, l'effort semble encore ne porter que sur une seule dimension, sportive et activité de loisirs.
L'enjeu nous semble surtout être dans le développement de sa pratique au quotidien, comme vous venez d'en parler, comme outil de déplacement, et pour se rendre à son travail, notamment. Malgré des infrastructures départementales et locales de qualité, les freins individuels sont encore nombreux. Idées reçues sur le manque de sécurité, inconfort, manque de rapidité. Quelles sont les actions en termes de sensibilisation, d'incitation, voire de formation des habitants à utiliser quotidiennement le vélo? Le Conseil général du 67 a-t-il l'intention de mettre en place des actions plus ciblées? Écoutez, je dirais parmi les objectifs qu'on a, objectif global de développer l'utilisation du vélo comme mode alternatif de transport, mais c'est évident que cela s'accompagne aussi d'actions de sensibilisation, de formation, et je crois que là, il faut penser en priorité aux plus jeunes, en particulier aux collégiens. Mettons en place, à compter de cette année, un plan de déplacement en direction des collégiens à titre expérimental, et puis ensuite toute une série d'actions de formation territorialisées et qui permettent justement de prendre en compte et de sensibiliser et surtout de responsabiliser pour qu'il y ait une coexistence harmonieuse des trafics cyclistes et d'autres trafics sur nos routes départementales. Christian Weisberger, au niveau des infrastructures en elles-mêmes, quels sont les projets à venir pour ce développement du vélo au quotidien comme moyen de transport? Le plan vélo très volontariste du Bas-Rhin, donc ça fait 20 ans qu'on met en œuvre. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, bien sûr, il en reste à faire. Donc dans les différents territoires, Alsace-Bossu, Grand Ride, aucun territoire n'est oublié. Donc, dans le cadre des contrats de territoire, nous travaillons aussi très étroitement avec des acteurs locaux. Ce n'est pas que le département du Bas-Rhin depuis Strasbourg qui va faire telle et telle piste. C'est vraiment un travail de fond avec l'ensemble des acteurs. Les municipalités ont aussi un rôle très important à jouer. Tout à fait. Donc, c'est des actions des uns et des autres qui, in fine, fait le réseau cyclable à disposition des cyclistes et qui fait que les gens ont envie et demain, encore plus qu'aujourd'hui, de faire du vélo et pourquoi pas effectivement échanger une voiture, une des deux, puisque statistiquement il y a 2 voitures par foyer, contre un vélo ou 2 vélos ou 3 vélos. Tout à fait. Geoffroy, vous, à votre niveau associatif, est-ce que vous intervenez aussi pour cet usage quotidien du vélo comme moyen de transport alternatif à la voiture? Tout à fait. En fait, en faisant la promotion de l'autoréparation, on essaie de maintenir les vélos dans un état mécanique fiable. Donc ça agit effectivement pour la sécurité. Et pour rebondir simplement sur l'éducation, les cyclistes entrent très tôt en fait, à l'atelier Bretzel, puisqu'à partir de 7 ans, on propose différentes animations, notamment les vacances de la bricole et également les mercredis du cambouis. On a des groupes de 6 enfants qui s'initient à la mécanique vélo et aux lois de la physique, avec une association partenaire qui s'appelle les Petits Débrouillards. Très bien. Merci. On va passer donc à une question qui, elle, est plus sur l'infrastructure. Elle nous vient de Pibert 67. La nouvelle piste cyclable le long du canal du Rhône, au Rhin, jusqu'à Markosheim, vient d'ouvrir. Est-il prévu d'installer une signalisation indiquant le nom des villages le long de la piste quand on passe à leur hauteur? Tout à fait. Donc là aussi, dans le cadre du plan vélo, le département a adopté un schéma directeur à signalisation directionnelle. Dans le jargon technicien, c'est un peu rébarbatif. Ça veut dire simplement qu'on va offrir aux cyclistes sur nos grands itinéraires départementaux, pas forcément partout, mais les grands itinéraires, une aide à la navigation qui est quasiment l'équivalent de la signalisation routière. Donc bien sûr, il faudra un peu de temps pour déployer ça, puisque on va la mettre en œuvre depuis l'année dernière, Canal de la Bruche, première expérimentation, jusqu'en 2015. Mais le canal du Rhône-Rhin, Eurovélo 15, de surcroît, en bénéficiera dès 2013, et normalement au printemps 2013. L'ensemble de l'itinéraire alsacien, aurinois, barinois, de la Véloroute Rhin sera jalonné, donc forcément le canal du Rhône-Rhin de Markosheim. Très bien, merci. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose à ce sujet? Non, mais je crois que Christian a été très complet. Peut-être rajouter juste que signaler c'est bien, mais signaler d'une manière homogène entre les territoires et d'un pays à l'autre, c'est-à-dire entre nos voisins allemands, nos voisins suisses et nous-mêmes, c'est encore mieux et c'est dans cette direction que nous allons. Alors ce qui fait que le touriste qui passera, je dirais, le Rhin et qui arrivera chez nous, qui retournera en Suisse, eh ben, à terme, il aura exactement les mêmes éléments de signalisation. Je crois que ça aussi, d'une certaine manière, c'est une expression européenne. Tout à fait, et s'inscrire justement dans cette unité de territoire.
Carole Bauer, est-ce que sur ce côté signalisation, au niveau de l'Office de tourisme, vous avez aussi des initiatives qui sont peut-être plus ciblées sur les lieux touristiques emblématiques? Oui, tout à fait. Donc, nous avons mis en place des circuits audio-vidéo guidés avec un GPS, donc qui permettent donc aux visiteurs, aux cyclotouristes, donc de découvrir le territoire. Il est guidé. Le GPS lui donne sa direction, mais il a également donc des informations, des animations sonores et visuelles tout au long de son parcours à l'aide de l'audio-vidéo guide qu'on lui donne. L'audio-vidéo guide qui est un PDA pour le moment et qui est à retirer donc. Qui est à retirer à l'Office du tourisme, donc qui est en location et on réfléchit à l'heure actuelle à un téléchargement des traces GPS dans une seconde phase. D'accord, tout en rappelant qu'évidemment, à ce sujet des nouvelles technologies, mais on y reviendra un peu plus avant, il y a beaucoup de facettes. Je passe plutôt à une question maintenant, code de la route, on va dire, pour englober. Il y avait beaucoup de questions des internautes et on a retenu celle de Carbu, qui résume un petit peu l'état d'esprit général. Serait-il possible de mettre enfin en place un système de contrôle des cycles afin qu'une attention plus soutenue sur le manque du respect chronique du code de la route? Sur Colmar, la majorité ne respecte pas les règles élémentaires du code et mettent ainsi en danger leur vie au détriment des automobilistes devenus coupables par défaut. De plus, il n'y a aucune répression contrairement à Fribourg, y compris sur l'éclairage défaillant dans la majorité des cas, et je n'exagère pas car il est quasiment inexistant, et ce qui est très dangereux. Le vélo, les aménagements, c'est bien, mais l'éducation et l'entretien est totalement délaissé. Une vague de pédagogie me semble nécessaire, car lors d'un accident, peu importe le responsable, celui qui perd, c'est toujours le cycliste. Je vous en prie. Bien, est-ce que Colmar est représentative des pratiques cyclistes sur l'ensemble du territoire alsacien? Sans doute. Sans doute, pour être cycliste moi-même et pour être en tant qu'automobiliste confronté à des pratiques qui sont parfois hyper dangereuses. Alors, je crois que nous vivons aussi une espèce de contradiction. Mettre en place des contrôles, verbaliser, je dirais, est-ce que nos concitoyens sont prêts à accepter ceci? Je ne suis pas spontanément sûr de la chose, mais ce qui est certain, bon, je crois qu'il y a eu quelques avancées qui légalisent, je pense aux tournées à droite, des pratiques qui étaient auparavant, je dirais, particulièrement délicates et surtout vécues difficilement par les automobilistes, mais je crois que cela passera aussi par une formation. Je parlais des collégiens tout à l'heure, mais sans doute qu'il faudra aussi s'adresser, peut-être sous une forme plus ludique et un peu à leur insu, beaucoup aux adultes qui souvent ont des pratiques qui ne sont pas les meilleurs exemples pour les plus jeunes. Alors, entre peut-être une répression, une présence policière ou autre, un peu plus affirmé, sans aller jusqu'à la verbalisation, mais avec beaucoup de pédagogie. Et je crois que, et je voudrais insister sur le fait d'une forme de reconnaissance sociale du vélo comme mode de déplacement. Moi, je pense que les uns conjugués aux autres, ça devrait nous amener à terme, alors, osons le mot, à des pratiques un peu plus vertueuses. Allons plus vers le vivre ensemble, donc. Voilà, le vivre ensemble qui est tout simplement aussi respecter l'autre, quel qu'il soit, quel que soit son mode de déplacement. Merci. Quelque chose à rajouter peut-être, vous en tant qu'association, votre ressenti, vos retours? Exactement, plutôt que de la répression, je pense qu'il est important d'ouvrir le dialogue et de peut-être trouver des solutions collectives. Il y a notamment une démarche qui a été entreprise, je sais, sur Strasbourg, qui s'appelle le Code de la rue. Donc l'idée de définir un nouveau code pour les rues, justement. Donc on a le code de la route sur les grands axes, mais pour les rues où justement cohabitent différents modes de déplacement à différentes vitesses, à plus ou moins grande proximité, avec plus ou moins de heurts entre piétons, cyclistes, cyclistes, voitures, etc. Ce serait peut-être important à un moment de se réunir et de trouver justement des solutions collectives pour qu'on puisse avoir une harmonie. Merci. Je vais passer maintenant à une question qui s'adresse peut-être plutôt à vous, qui dit « Je suis à la recherche ». C'est Galère qui... Son nom est bien trouvé. Bonjour, je suis à la recherche d'un VTT gratuit car je me suis fait voler 2 vélos. Alors peut-être que sur ce sujet, on avait aussi
une autre question qui concernait aussi la sécurité, entre guillemets, le vol de vélo. Alors là-dessus, effectivement, on peut partir sur des recommandations assez simples. Tout d'abord, le cadenas. C'est vrai que je parle de l'expérience strasbourgeoise, quand un étudiant ou n'importe qui va faire l'acquisition d'un vélo souvent sur Strasbourg, on sait que le vol est un risque. Et du coup, on va sans doute un peu économiser sur le prix de ce vélo qui va être acheté à différents endroits en occasion, qui va coûter entre 20 € et peut-être 50 €. Et on va hésiter à mettre le prix sur le cadenas. Alors un bon cadenas, ça va coûter 40, 50 jusqu'à 100 €. Hein. Donc c'est vrai que mettre le même prix dans son cadenas qu'on met dans son vélo, ça peut sembler étrange, mais si on met le prix qu'il faut dès le départ, on va conserver le cadenas et le vélo. Tandis que dans le cas contraire, on va perdre les deux. C'est gagnant-gagnant contre perdant-perdant un petit peu. Et on peut aussi rappeler les règles de bon sens, c'est-à-dire garer son vélo et l'attacher à un point fixe, l'attacher dans un lieu où il y a du passage aussi, pas dans une ruelle ou dans un endroit mal éclairé. Ces petites règles de bon sens devraient normalement vous permettre de garder votre vélo. Alors après, on peut également parler de deux cadenas, donc un cadenas pour le vélo, un deuxième cadenas pour la roue avant éventuellement. Éventuellement. Et puis peut-être un peu de promotion simplement pour nos voisins, donc l'association 467 qui propose donc du marquage contre le vol. Donc ça c'est peut-être pour des vélos qui sont un peu plus coûteux, qui effectivement, s'ils sont retrouvés par les forces de police, à ce moment-là, ils pourront être restitués aux identifiés, restitués, tout à fait. Merci. Et puis peut-être un conseil pour Galère, ne pas oublier les fêtes du vélo, puisqu'il y aura des vélos à gagner. Donc, tentez votre chance et participez à la fête du vélo. Tout à fait. Donc, venir à l'un des 4 dimanches de la fête du vélo pour pouvoir peut-être repartir avec un vélo neuf. Ça serait quand même super pour lui. Je reviens maintenant à Pierre qui nous dit « Bonjour, depuis plus de 35 ans, j'utilise la bicyclette uniquement comme moyen de déplacement, travail. Je pratique également assidûment le vélo pendant mes loisirs. Donc, pas uniquement comme moyen de transport-travail, apparemment. Mais je constate malheureusement qu'il y a encore un grand manque de pistes cyclables en dehors des axes routiers entre les différentes communes de notre campagne, voir ce qui a été fait de l'autre côté du Rhin. D'autre part, il faudrait entretenir et nettoyer les pistes cyclables existantes, racines d'arbres qui soulèvent le revêtement, gravillons et débris divers. Pour s'en rendre compte, il faudrait que nos élus pratiquent eux-mêmes un peu le vélo. Ma question, quelles sont vos prévisions de construction de pistes cyclables en dehors de l'agglomération strasbourgeoise ? Bon, pour la pratique du vélo, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Écoutez, moi je suis un cycliste fervent, sans doute aussi depuis quelques 35 ans, pas tellement pour le trajet domicile-travail parce qu'il est quand même légèrement conséquent, 35 km un seul trajet, je dirais il faudrait déjà avoir des conditions d'arrivée et de remise en état, je dirais, du cycliste. Bon, un vestiaire. Un vestiaire, voilà, non, mais voilà des choses sans doute auxquelles il faudra penser dans les temps à venir pour encourager l'usage du vélo dans le domicile-travail. Ceci étant, et plus sérieusement, pour l'entretien, je crois que c'est assuré régulièrement, mais il faut dire aussi, là, on est confronté aussi à un nombre d'incivilités, c'est-à-dire d'utilisateurs de 2 roues motorisées, et qui parfois ne trouvent rien de mieux que, évidemment, de déraper sur les accotements et de projeter du gravillon sur le parcours cyclable. Ça, c'est une des difficultés auxquelles on se heurte actuellement. Ensuite, je dirais, bon, globalement, je dirais les infrastructures sont quand même en bon état. En ce qui concerne la réalisation de pistes cyclables, je crois qu'il faut s'entendre par ce qu'on entend par piste cyclable. Je crois que nous vivons une époque, nous sommes tous sensibilisés à l'économie de foncier. Nous sommes tous sensibilisés au partage d'un certain nombre de voies. Moi qui, je dirais, habite la campagne, comme on dit, aujourd'hui, la recherche, au niveau de la communauté de communes, c'est plutôt de partager l'espace. Il y a des chemins d'association foncière, il y a des chemins ruraux. Essayons de les utiliser en définissant clairement les responsabilités et les obligations qui reviennent aux uns et aux autres. Et je crois que ce sera à terme un rapport gagnant-gagnant. Ça pose quelque part la question du vivre ensemble qu'on a déjà évoqué tout à l'heure entre profession agricole, cyclistes,
Ben, je crois qu'il y a franchement les ingrédients d'un bon ménage et surtout que l'on parle de plus en plus souvent à notre époque de tourisme vert, ben, ça passe aussi un peu par là. Alors, pour terminer sur la question posée par notre internaute, il se réalisera dans les 2-3 ans à venir la liaison entre Benfeld et le Piémont en site propre et qui permettra, j'irai, de compléter un itinéraire structurant majeur entre le Piémont, c'est-à-dire Bar, en passant par Benfeld et en faisant la jonction avec le réseau allemand. Ceci étant, nos voisins nous ont donné souvent l'exemple, mais ils raisonnent aussi beaucoup en voie partagée, et je crois que ça, c'est aussi une leçon à retenir. Merci. Christian Versberger, peut-être que vous pourriez aborder le côté plus peut-être technique de l'entretien et nous expliquer un peu aux internautes comment sont entretenues les voies cyclables. C'est une des spécificités du vélo, c'est qu'il est très fragile par rapport à l'entretien. Le moindre gravillon qui traîne, le moindre thé sur une bouteille, parce qu'on parlait d'incivilité, il y a aussi des gens qui mettent délibérément des obstacles au vélo. Donc nos équipes intègrent nos 400, plus de 400, quasiment 500 km d'aménagement cyclable que nous gérons en direct département dans leur programme d'entretien, tout comme les routes départementales. Donc il n'y a aucune différence qui est faite et il y a des moyens conséquents. Il y a plus de 200 000 € de crédit en dehors des heures agents consacrées à ces tâches, etc. Donc l'entretien est fait à un bon niveau. Bien, il est évident qu'on ne peut pas être partout en même temps, à toute heure. Donc il y a des périodicités d'entretien. 15 jours, c'est les itinéraires les plus fréquentés, au moins mensuels sur les autres. Il y a une présence qui est assurée, une surveillance, et on essaye d'offrir les meilleures conditions, en sachant encore une fois qu'on ne peut pas être partout en même temps. Geoffroy, peut-être aussi un conseil pour les internautes et les gens qui nous regardent, parce que je sais, pour moi-même pratiquer le vélo, qu'il existe aujourd'hui aussi des équipements comme des pneus de randonnée, qu'on appelle randonneurs. Est-ce que vous avez d'autres conseils aussi pour équiper le vélo, pour pouvoir justement résister à ces gravillons ou autres? Alors pour ce qui concerne les pneumatiques, effectivement, alors on a des adhérents. Alors déjà, il faut veiller à la qualité de ces pneumatiques, à l'état de ces pneumatiques. Et bien les gonfler. Bien les gonfler. Et bien les gonfler. Un pneu dégonflé est un pneu qui crève. Et donc souvent quand on a des adhérents qui vont revenir une semaine sur l'autre avec « Ah, il est encore crevé, ah, il est encore crevé », c'est simplement que le pneu est très usé et qu'à ce moment-là, il convient de remplacer le pneu entièrement au lieu de chaque fois reposer une nouvelle rustine, Ça peut être très joli sur une chambre à air avec une petite mosaïque de rustine. Oui, magnifique. Mais disons que c'est un petit peu embêtant ici. Chaque fois, on est obligé de revenir à l'atelier, même si très agréable de revoir revenir les adhérents d'une semaine sur l'autre. D'ailleurs, j'avais la question pour vous qui était posée par Max. Bonjour, j'ai un pneu crevé, comment faire pour le réparer? Venir vous voir, certainement. Certainement, et je vais simplement finir sur les gravillons sur la chaussée, sur le verre sur la chaussée. On a même un adhérent qui se déplace avec une balayette sur son vélo et qui nettoie la chaussée chaque jour sur son trajet. Oui, alors c'est exemplaire. C'est exemplaire. Voilà. Une question vient d'arriver là en direct, c'est Greg qui nous demande, alors on est plus sur l'intermodalité peut-être du vélo en tant que mode de transport. Est-il possible de transporter son vélo dans les cars du réseau 67? Si oui, comment? Écoutez, c'est possible, mais pas encore sur tous les cars du réseau 67. Je peux parler d'une liaison que je connais bien, c'est entre la gare de Bar et le Haut-Valde. Eh bien, le réseau 67 peut prendre les vélos, les VTT en particulier. Et je peux vous dire que c'est une chose qui marche très fort, et surtout en été. Mais juste à titre d'avertissement, pour l'avoir fait moi-même, monter en bus, c'est bien, mais pour descendre, il y a des endroits, ça monte sacrément. Oui, évidemment. D'ailleurs, la question se finit comment? C'est-à-dire que comment on met son vélo dans un car? Ah bah écoutez, dans la soute ou ils sont équipés de porte vélo? Les soutes sont équipées. Bien entendu, il ne pourra pas prendre une vingtaine de vélos. Évidemment. Mais je crois que c'est 7 ou 8. Et puis habituellement, je dirais quand les personnes qui connaissent l'existence de ce service, réservent au préalable, tout simplement pour être sûr que le vélo puisse être embarqué. Oui, et on avait aussi une question d'un internaute qui nous demandait,
qui lui aurait voulu emmener son vélo aux heures de pointe dans les TER. Alors évidemment, c'est pas possible. Et il disait que les espaces réservés aux vélos à ces moments-là de la journée restaient vides. Alors y a-t-il peut-être des projets à ce sujet ou des évolutions en cours? Au niveau TER, oui, évidemment, le département, ça s'adresse plus à la SNCF certainement qu'au département. Région qui effectivement assure ce service. Oui. Mais ça pose la question de la complémentarité entre vélo et transport en commun. La finalité n'est pas forcément de transporter les vélos, au-delà de certaines destinations touristiques, parce que les cyclotouristes notamment, ils aiment bien enfourcher leur monture. Leur propre vélo. Ils ont du mal à vivre parfois avec des vélos de location, etc. Je crois que vous en savez quelque chose. Cela étant, l'enjeu est plus d'offrir des possibilités de stationnement, sécurisées à proximité des points d'embarquement, des gares, etc. et d'avoir un service vélo à l'arrivée. Je crois que l'enjeu en termes de mobilité, c'est plus celui-là. Alors bien sûr, il y a quelques irréductibles, il y a aussi les vélos pliants qui quand même facilitent là aussi la manip. Donc pour un cyclisme urbain, c'est peut-être une solution. Il y a différentes solutions qui existent, mais la finalité d'un transporteur n'est effectivement pas de transporter des vélos. Donc. Non, on est d'accord. Peut-être pouvez-vous nous en dire maintenant un petit peu plus sur la volonté justement de l'intermodalité au niveau du transport en commun, vélo, la complémentarité. Vous en avez dit qu'il y a par exemple, il existait des aires pour stationner les vélos dans certaines gares ou à certains arrêts de bus. Comment fonctionne ce système précisément? Je crois que le point de départ de l'intermodalité, c'est déjà d'avoir un stationnement sécurisé pour mon vélo. Alors, de plus en plus de gares sont équipées. Certains points d'arrêt du réseau 67 commencent également à l'être. Et c'est là où on peut aussi renvoyer, je dirais, pour la personne qui recherche occasionnellement à optimiser un trajet, actuellement par l'intermédiaire de Vie Alsace. Vous pouvez avoir, je dirais, un itinéraire très détaillé qui fait appel à tous les modes de déplacement quasiment, ou alors qui vous renseigne également sur l'utilisation maximum du vélo, en l'intégrant dans l'intermodalité. D'ailleurs, à ce sujet, Pauline nous pose la question, là juste en direct. Quand vous parlez des nouvelles technologies et de vélos, vous voulez parler de géolocalisation, d'applications mobiles ou plutôt de techniques pour le marquage des vélos? Ah. C'est un peu tout ça. Il y a un peu de tout. Hein, les nouvelles technologies, ça va par l'évolution des vélos. Le vélo existe depuis bien longtemps et j'espère qu'il existera encore longtemps. Il faudra toujours pédaler, fournir de l'énergie. Il y a un plus d'énergie qui peut être fourni par le vélo électrique, qui permet aussi de toucher peut-être une population qui autrement a du mal à venir au vélo. Donc c'est une nouvelle technologie qui sera au service des cyclistes. Développement assez important ces dernières années. Important, très important. En France certainement, en Allemagne et dans d'autres pays encore plus. Mais c'est surtout en termes de service. On l'a dit, c'est stationnement intelligent, sécurisé, c'est le guidage, l'accès au service. Donc c'est plus tous ces petits outils interactifs qui facilitent la vie au quotidien. Je pense que l'enjeu il est là, ce n'est pas des gadgets, ce sera un vrai service pour un vrai usage du vélo. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous parler de la nouvelle application mobile? Je saisis la transition, tout à fait. Tout à fait. Donc, département du Bas-Rhin, comme d'autres collectivités, on n'est pas les seuls, travaillent justement à ces applications mobiles. Donc, depuis octobre de l'année dernière, sur le Canal Bruges, on a une expérimentation en cours qui permet sur cet itinéraire-là, donc à portée de pédale de Strasbourg, du centre-ville, oui, tout à fait, d'avoir justement une aide à la navigation, un guidage avec un roadbook et surtout une information à tous les services qui existent à proximité, restauration, réparation, gare, etc. Donc vous aurez toutes les informations utiles, nécessaires pour un cycliste dans votre smartphone. Écoutez, le cycliste, d'ici peu, il va avoir tellement d'outils pour trouver le bon chemin. Allez, je risque de dire que peut-être dans 10 ans, un produit touristique innovant sera trouver votre chemin sans iPhone, sans iPad, sans GPS. Ça serait peut-être révolutionnaire à ce moment-là, tout à fait. Je me tourne vers vous, Carole Bauer.
Je sais qu'aussi l'Office de tourisme a développé certains outils et met à disposition différentes choses. Est-ce que Oui. on a parlé tout à l'heure tout à fait du GPS et de ces visites guidées. Est-ce que vous avez d'autres projets, des PDF téléchargeables? Je sais que ça existe aussi. Oui. Vous pouvez détailler un petit peu votre offre? Alors parallèlement, donc effectivement, à ces circuits qui sont audio-vidéo guidés, donc via GPS, on réfléchit effectivement à la mise en ligne donc des traces GPS pour que effectivement les utilisateurs de smartphones puissent les télécharger directement sur leur appareil. Mais on réfléchit également à la mise en place de nouveaux circuits dans une tranche ultérieure qui prendra également en compte ces nouvelles technologies, donc sous la même forme d'un téléchargement sur un smartphone. Parfait, merci. J'ai une nouvelle question qui arrive en direct. C'est David qui... On reparle un petit peu de sécurité là. Ok pour les vélos à la gare, mais quelle sécurité? Je me suis fait voler 2 vélos et de nombreux accessoires au parking Saint-Aurélie. Comment assurer la sécurité de ces lieux de parking? Alors, je sais que la sécurité n'est peut-être pas une des attributions du département, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? Vous savez, ce n'est pas une des attributions du département. Nous sommes indirectement concernés, Tout à fait. au sens où nous équipons progressivement quelques points d'arrêt du réseau 67 qui, justement, ont un rôle à jouer au point de vue intermodalité. Mais vous savez, à peine un matériel est sur le marché que déjà ceux qui sont animés de plein de mauvaises intentions ont trouvé voies et moyens pour s'y infiltrer. Bon, là aussi, on a donné l'exemple tout à l'heure, je dirais, pour garantir la sécurité des vélos, achetons un bon cadenas. Ben, je crois qu'aujourd'hui, on investit aussi, et c'est malheureux à dire, des milliers d'euros dans la sécurité. Et comme dit, bon, le parking Saint-Aurélie ne relève pas de notre compétence, mais en tout cas, pour ce qui concerne le Conseil général, on essaie d'avoir aujourd'hui des matériaux performants, résistants et qui sont aussi, autant que possible, sous le regard de passants, parce que c'est quand même un élément qui ne facilite pas les mauvaises intentions. Tout à fait. Pour compléter oui. simplement au niveau des cadenas, pour avoir un petit guide sur les résistances des différents cadenas existants sur le marché, donc il y a la FUBICI, qui est la Fédération des usagers de la bicyclette, qui a son siège donc à Strasbourg, Oui. qui édite donc un petit guide, un petit comparatif des cadenas. Merci pour cette information. Une question plus de sécurité routière et qui s'adresserait certainement aux législateurs, mais on va quand même la poser. C'est Pierre qui demande: qu'en est-il de l'autorisation de tourner à droite au feu rouge sans marquer l'arrêt sur Strasbourg? La généralisation est-elle à prévoir sur tout le Bas-Rhin? Le tourner à droite au feu rouge, qu'en est-il à Strasbourg? Il y a une expérimentation qui a été faite. Strasbourg a fait partie des villes expérimentales. À ma connaissance, cette possibilité a été étendue récemment à l'ensemble de la France, sous réserve effectivement de signaler ça par une... Tous les tours à droite ne pourront pas être autorisés. C'est pas valable pour tous les feux, mais quand ça peut se faire dans de bonnes conditions, une signalisation spécifique est prévue et donc le cycliste est autorisé à tourner à droite, même quand le feu est rouge. J'imagine que dans la période où nous sommes, les candidats législateurs ne manqueront pas de noter la question. Tout à fait, s'ils nous regardent, et j'espère qu'ils le font. Geoffroy, vous, cette autorisation de tourner à droite en tant qu'usager, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre ressenti? C'est-à-dire que c'est une pratique qui est forcément qui est adoptée par les cyclistes, je pense, automatiquement. En arrivant à un feu rouge, il n'y a absolument aucune voiture, on tourne à droite, on ne coupe pas la voie de circulation d'en face. Donc il suffit simplement de suivre le trottoir qui part sur la droite. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel, je pense, qui est contourné en passant des fois sur le trottoir, où on peut faire face à ce type de pratique. Donc autant l'officialiser, sachant que c'est une démarche qui normalement ne pose pas de problème de dangerosité. Sécurité routière, pratique du code de la route toujours. David Célestin nous pose la question, quand est-ce que le port du casque sera obligatoire? Est-ce que nous en savons quelque chose? Écoutez, moi, à titre personnel, je pense le plus tôt possible. Parce que ça fait partie des équipements de sécurité de base
et qui relève véritablement de la responsabilité de chacun. Moi, je suis un pratiquant de longue date. Pendant longtemps, j'étais un peu dubitatif, mais vu l'expérience malheureuse d'un ami, je me suis dit, c'est quand même une sage précaution. Et aujourd'hui, je ne sors plus sans mon casque. Mais je crois qu'on parlait tout à l'heure d'action de pédagogie, d'action de sensibilisation. Ça, c'est un des points, je pense, sur lequel il faudra insister dans les temps à venir. D'ailleurs, on peut remarquer que les jeunes générations sont beaucoup moins réticentes à mettre le casque, hein, ce qui est quand même une très bonne chose. Et puis, je pense qu'il est intéressant aussi de rappeler aux internautes que dans la plupart des accidents graves, c'est le trauma crânien qui provoque malheureusement souvent le décès. Donc le casque est quand même, je pense, une des protections essentielles pour la pratique du vélo en sécurité. Autre chose, alors pareil, on a parlé du législateur tout à l'heure qui pouvait répondre à certaines questions, ça en est certainement une pour lui aussi. Mais c'est très important aussi, je pense, pour le développement de la pratique du vélo en tant que mode de transport quotidien et une alternative douce à l'automobile. Bonjour, c'est une question de Julie. Que pensez-vous du système d'indemnité kilométrique déjà en vigueur en Grande-Bretagne et en Belgique et comptez-vous l'appliquer en Alsace? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y aurait des indemnités kilométriques comme il se fait pour les transports en commun, pour les gens qui prennent leur voiture pour aller travailler? Très sincèrement, bon, le Conseil général n'a pas pouvoir en la matière, évidemment, mais c'est incontestablement une bonne idée. Ça, c'est de ces idées qui constituent des accélérateurs dans une décision et qui peuvent amener la personne qui n'est pas trop loin de son lieu de travail de préférer effectivement le vélo à la voiture. Enfin, en tout cas, personnellement, je souscris totalement à cette idée. Moi de même, je pense que tous nos invités ce soir partageront cet avis. Exactement. Si je peux me oui, je vous en prie, allez-y Geoffroy. Pour le monde de l'entreprise, en fait, donc on a effectivement des incitations financières qui peuvent être intéressantes. Nous, on est en train de développer un service auprès des différentes entreprises qui souhaitent promouvoir l'utilisation du vélo pour des déplacements domicile-travail pour leurs employés. Donc on appelle ça les ateliers mobiles. C'est en fait un vélo cargo donc qui est capable d'emmener jusqu'à 200 kg de matériel, qui se déplace directement dans les entreprises pour apprendre aux employés à entretenir leur vélo. Le fameux bullet, certainement. Le fameux bullet, exactement. Voilà. Donc effectivement, c'est un vélo cargo qui emmène des pièces détachées, qui emmène un mur d'outils. Donc on a en gros les services de l'atelier qui se trouvent au centre-ville de Strasbourg, mais qui sont délocalisés. Peuvent se déplacer sur deux roues et toujours sans impact carbone. Exactement. Et au sein de ces entreprises, donc, quelle est votre action plus particulièrement? Alors l'action peut être différente. On peut simplement mettre en place une sorte de boîte à outils. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une boîte à outils mise en place dans le sein de l'entreprise pour effectuer les réparations courantes. Quotidienne, et puis à côté de ça, on propose à la carte différentes animations. Donc on peut venir une fois, 2 fois, 3 fois par an si nécessaire. Soit proposer des formations, par exemple, de réglage du vélo, de choses comme ça? Ça peut être 2 choses différentes. Soit ça va être des ateliers d'autoréparation. Oui. Donc à ce moment-là, chacun vient avec son vélo, profite des pièces détachées qui sont fournies par l'atelier mobile et des outils qui sont sur place. On répare, donc ça se passe comme une permanence au centre-ville. À votre atelier. Mais délocalisé. Ou alors on a des ateliers pédagogiques donc qui vont permettre d'apprendre à ce moment-là une seule chose. Donc ça va être par exemple la crevaison, comme la question de tout à l'heure. Ou les freins, donc les réparations les plus courantes en fait, auxquelles on fait face. Et les plus importantes aussi. Les plus importantes. Les freins sont quand même le premier équipement de sécurité d'un vélo. J'ai une question alors une question de Vincent qui est plus orientée pour le tourisme. Il dit: bonjour, pour développer le tourisme à vélo, ne pourrait-on pas promouvoir des circuits touristiques à vélo mentionnés sur une carte? Et si une telle carte existe déjà, peut-être faudrait-il plus la promouvoir. Alors là, je crois que on a toutes les réponses pour Vincent, vu que toutes les nouvelles éditions des cartes sont arrivées aujourd'hui, donc on va pouvoir lui proposer déjà tout le Bas-Rhin à vélo, voilà, avec je pense que vous êtes occupé plus particulièrement de ces publications, vous allez pouvoir nous la détailler. Christian, oui. Christian Westberger. Oui. Non, effectivement, c'est une question qui tombe à point, puisqu'effectivement, aujourd'hui, ils sortent les nouvelles cartes des itinéraires cyclables du Bas-Rhin, donc une nouvelle carte, un nouveau format,
Une petite carte qui présente l'ensemble du réseau cyclable barinois structurant qui permet d'avoir une très bonne lisibilité du réseau. Et ensuite 4 cartes par secteur avec une information touristique, les itinéraires du CG mais également les itinéraires des territoires. Donc c'est la première carte qui se veut aussi exhaustive que possible avec un vrai service aux cyclistes, à tous les cyclistes quotidiens, la promenade dominicale et bien sûr aux cyclotouristes. Donc c'est un produit qui sort aujourd'hui, il sera distribué là aussi aux fêtes du vélo, il sera accessible très bientôt dans l'ensemble des sites du CG, donc ne vous en privez pas et dites-nous ce que vous en pensez aussi. Voilà. C'est un produit donc à l'initiative du Conseil général du Bas-Rhin et qui remplace les cartes que nous éditions chaque année, mais qui se veut aujourd'hui beaucoup plus attrayante, beaucoup plus complète. Mais à côté de cela, il y a aussi un travail encore beaucoup plus large et qui est conduit actuellement sous le label Alsace à vélo et qui relie les 2 conseils généraux, donc le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, mais aussi la région Alsace et l'État, et qui vise à sortir vraiment un document relativement complet en matière d'offres touristiques liées au vélo, mais aussi tous les services. Et également, et je crois que ça aussi c'est une demande, avec des indications très ciblées sur les éléments patrimoniaux ou autres à visiter sur les territoires qu'on traverse. Et puis, ça va se mettre en route et je pense que nous aurons les premières éditions début de l'année prochaine sur 2 itinéraires qu'on peut qualifier quand même d'emblématiques qui traversent notre région du nord au sud ou du sud au nord. C'est la véloroute du Rhin et c'est également la véloroute du Vignoble. Donc, oui. Rendez-vous 2013, Alsace à vélo, vous en saurez plus et beaucoup. Et d'ailleurs, 3 véloroutes passent à travers votre département, la véloroute 5, la véloroute 6 et aussi la véloroute 15. D'ailleurs, je me tourne vers vous, Carole. Au niveau de l'Office de tourisme, qu'est-ce que vous engagez comme action pour justement développer le cyclotourisme et peut-être vous tourner plus vers les tours opérateurs et plus promouvoir l'Alsace Bossu? Alors justement, nous avons mis en place ces trois itinéraires cyclables donc, au niveau de la commune d'Alsace Bossu donc en 2009. La commune du Pays de Sarognon en a mis 4 autres en place. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir en termes de services, comme le disait Christian, d'avoir une démarche plus large qui permette effectivement de renseigner le cyclotouriste par rapport au patrimoine qu'il visite, par rapport aux découvertes qu'il peut faire sur le territoire, et donc effectivement de l'accompagner aussi de tous les services qu'un cycliste peut dont il peut avoir besoin sur place. Où est-ce que je peux réparer mon vélo, où est-ce que je peux manger, où est-ce que je peux dormir. Donc l'idée, c'est vraiment de l'accompagner dans la préparation de son voyage, avant, pendant et après. Donc à la fois avec des cartes telles que celles éditées par le Bas-Rhin, mais également avec des nouvelles technologies telles que les PDA qu'on peut mettre en location au niveau de l'Office du tourisme. Une question qui s'adresse aussi à vous. Oui. Pauline nous demande, je réalise un mémoire sur le cyclotourisme dans le Bas-Rhin et j'aimerais savoir si des enquêtes de satisfaction ont été réalisées auprès de touristes et si oui, peut-on avoir accès aux résultats? Alors oui, nous on mène une enquête depuis la réalisation des circuits pour effectivement voir quels sont si les aménagements réalisés correspondent à la demande, si effectivement il y a des lacunes encore en termes de services, puisqu'on cherche constamment à améliorer les services qui existent, et puis également à lancer les prestataires en des démarches qualité par rapport à l'accueil des cyclistes en termes de locaux à disposition spécifiques, voilà, de potence pour la réparation des vélos, de matériel pour la réparation des vélos. Donc effectivement, oui, ils existent à notre niveau. Elle peut y avoir accès sur demande. Alfred Becker, j'ai une question là qui vient de tomber pour vous. Greg nous demande, quel est le budget annuel pour le vélo du Conseil Général 67 et quelle tendance dans les années à venir, c'est surtout ça l'important, à la hausse, stable ou à la baisse? Écoutez, le Conseil Général du Bas-Rhin a au moins pour lui d'avoir engagé depuis plus de 20 ans une politique vélo. C'était 1990, je crois, voilà, le début de le premier plan vélo en 1992. Et les premiers aménagements, c'était fin des années 80. Et au fil des années, il s'est investi, entre 4 et 5 millions. Écoutez, par année. 44 millions, je crois, à peu près. Voilà, sur l'ensemble de la période. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans des circonstances qui obligent, je dirais,
à trouver des moyens d'ajustement et donc l'enveloppe est un peu plus juste, mais nous y consacrons quand même un peu plus de 2 millions d'euros encore par an. C'est le cas pour l'année en cours et dans les prévisions qui sont actuellement établies, nous restons, je dirais, sur les mêmes prévisions pour les années à venir, mais sachant aussi que le rôle du Conseil général est essentiellement, je dirais, de promouvoir les axes structurants. Il nous reste encore un peu moins de 200 km à faire sur l'ensemble du département, mais aujourd'hui, la balle est aussi reprise par les intercommunalités, par les communautés de communes qui, en fonction de ces liaisons structurantes, réalisent aussi de ce que je qualifie des arborescences locales et qui permettent de découvrir d'une manière plus fine le territoire et les réalisations locales qui doivent également s'inscrire dans un cadre d'ensemble et qui sont fortement soutenues par le Conseil général jusqu'à 50%. Donc nous restons sur une politique offensive, sur une politique qui entend véritablement faire du vélo une alternative en termes de mode de transport, mais aussi gérer un outil de développement au service du tourisme. Christian, merci. Christian Wesberger, vous pourriez nous expliquer, pour les néophytes qui nous regardent, la liaison structurante, qu'est-ce que c'est exactement? Le mot a été lâché en entrée d'émission. C'est quasiment l'équivalent des autoroutes à vélo. L'idée, c'est d'avoir quand même un itinéraire qui soit le plus pertinent, c'est-à-dire qu'on essaie quand même de voir pour qui on travaille, qui soit lisible dans le territoire, parce qu'on peut avoir une très belle piste, quand elle est cachée, ça ne sert à rien. Donc effectivement, il faut partir des endroits d'où partent les gens, il faut desservir des endroits qui les intéressent. Et donc, je veux dire, il n'y a pas de définition géométrique particulière, etc. On a certains principes, on essaye d'offrir 3 mètres quand on peut, 2,50 mètres un minimum, mais c'est un itinéraire aussi direct que possible. Donc c'est plus la façon de le concevoir que vraiment l'image ou l'apparence qu'il a. Parfois ça peut être même un bout de chemin non revêtu qui sert parce qu'il est pertinent à cet endroit-là. Il évite de faire un détour. Je crois d'ailleurs que dans ce plan vélo de liaison structurante, la volonté, c'est pas aussi de construire de nouvelles pistes cyclables, parce que les pistes cyclables ont un impact écologique. Construire une piste cyclable, ça coûte quasiment aussi cher que construire une route départementale. Donc c'est aussi se servir de l'existant, et parce qu'on est quand même dans des circulations douces. Donc finalement, construire une piste cyclable, ça pourrait aller à l'inverse de la volonté globale de réduction d'émissions de CO2, par exemple. Tout à fait. Dans la question, vous avez très bien résumé la situation. Depuis le début, le département essaie d'être pragmatique dans ses choix, parce que ce sont des choix. Et autant on peut mettre des moyens conséquents pour franchir l'un ou l'autre point noir, construire un pont là où il manque, élargir un pont, parce que franchement, c'est un goulot d'étranglement, etc. Et avec une mixité de trafic qui est difficilement gérable. Bon, là, il y a différents, on ne va pas rentrer dedans, mais il y a différentes statistiques qui existent, etc. Niveau trafic pour lesquels c'est compatible ou pas. Mais encore une fois, c'est plus d'avoir des choix rationnels, d'avoir une lisibilité d'itinéraire et pouvoir construire, comme M. Becker l'avait dit, un partenariat avec les acteurs locaux. Encore une fois, ce n'est pas que le département du Bas-Rhin qui fait le réseau, c'est l'ensemble des acteurs et il faut travailler dans des objectifs partagés et communs. Je voudrais juste compléter les propos de Christian. C'est vrai que pour l'exemple Alsace-Bossu, lorsqu'on a réalisé les circuits, on s'est basé quasi exclusivement sur les chemins existants, donc que ce soit des routes départementales à faible trafic, des routes communales, des routes forestières, et sur à peu près 130 km d'itinéraire créés, nous avons réellement créé 600 mètres. Donc c'est vrai que l'idée était vraiment d'utiliser au maximum les chemins existants pour ne pas avoir d'impact et aussi surtout faire redécouvrir ces petites routes à ses habitants, mais également aux cyclotouristes. Qui sont des routes généralement assez peu fréquentées. Je n'ai plus bien en tête le nombre de voitures par jour, mais on est à moins de 600 véhicules. Et pour pas mal d'axes, je crois qu'on est à moins de 200 véhicules par jour, c'est ça? Oui, à peu près. Oui, c'est ça. Donc partageons aussi les différentes voies de circuit et la route, tout à fait.
Adrien Heller, lui, alors, revient sur des sujets qu'on a déjà abordés, mais il a une question intéressante. J'ai plusieurs questions à vous poser. On voit très souvent des pistes cyclables très bien aménagées s'arrêter à l'entrée des villes et qui recontinuent un petit peu plus loin. Pourquoi le Conseil général n'incite-t-il pas plus les communes à la continuité de celles-ci, par exemple à l'entrée de Rosheim ou d'Obernai? À Rosheim, la partie la plus dangereuse de l'entrée n'a pas été aménagée malgré des travaux pour permettre le stationnement des voitures. D'autre part, les informations touristiques pour les cyclistes, ce sera peut-être plus une question qui s'adressera à vous, Carole. Pour les informations pour les cyclistes sur les pistes cyclables n'est pas faite. Encore une fois, à l'entrée de Rosheim, qui est un lieu que je connais, les cyclistes passent leur chemin sans aller plus loin et ratent la richesse patrimoniale du lieu. Voilà. Bien, Rosheim est une ville comme Obernai, comme bien d'autres, qui mérite franchement un détour, qui mérite qu'on s'y arrête. Alors, allons visiter Rosheim. Allons visiter Rosheim. Alors pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que l'aménagement cyclable s'arrête à la porte? Déjà, il est beaucoup plus délicat en milieu urbain, donc en milieu très contraint, de réaliser des aménagements spécifiques. Et on hésite dans les petites villes à faire des circulations parfois à contresens. Je dirais à Strasbourg, c'est monnaie courante, on s'y est habitué. C'est beaucoup plus délicat dans d'autres situations. Et puis l'objectif, c'est aussi de faire visiter les lieux, d'immerger le touriste, je dirais, dans la circulation urbaine, parfois avec les difficultés que cela comporte, mais avec aussi la richesse de la découverte spontanée, donc une forme d'immersion. Et le projet Alsace à vélo que j'évoquais tout à l'heure va lui aussi dans le sens où, je dirais, il y aura beaucoup plus d'informations en amont, information cartographique, information, je dirais, par des moyens numériques, et qui permettront, je dirais, aux cyclistes, aux touristes en particulier, de préparer, je dirais, son itinéraire et de s'arrêter sans doute dans de meilleures conditions. Puis en général, dans toutes ces villes, il y a des offices de tourisme extrêmement performants et qui ont devant chez eux, je peux en attester, la possibilité de garer son vélo. Voilà, donc finalement aussi avoir un petit peu de curiosité, peut-être aller voir les différents offices de tourisme et, tout à fait. et voir ce qu'ils ont à proposer pour les visites, parce que c'est... Tout à fait. Il existe bon nombre de documents liés à des circuits, donc que ce soit des roadbooks qui détaillent l'itinéraire, des informations pratiques, comme on le disait tout à l'heure. Je pense qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, sur les territoires, on raisonne beaucoup en termes de portes d'entrée. Donc on a une réflexion effectivement par rapport à de l'information touristique en termes de flux. Donc effectivement, on ne peut pas mettre des panneaux dans chaque village, à chaque croisement, mais on réfléchit en termes de flux sur des points de passage et des axes relativement fréquentés pour justement favoriser cette découverte du territoire. Oui, puis garder aussi peut-être pour chacun la curiosité de découverte et on n'est pas obligé d'amener tout au bord de la route. Une question de Vélatitude qui nous dit: dans vos liaisons structurantes, avez-vous prévu un itinéraire de Neidenbronn à Haguenau? Actuellement, le trajet réalisé par le Conseil général rajoute 6 km en vélo, 18 km en voiture contre 24 en vélo. C'est bon pour la forme finalement. Hein, écoutez, on a d'abord si l'on veut contourner la nationale 62, y aura-t-il une piste cyclable le long de la nationale 62? Les itinéraires structurants, merci pour la question. Les itinéraires structurants, c'est des choses qui mettront aussi un certain temps à se construire. Donc il y a un premier itinéraire qui existe, qui a été construit au mieux sur l'infrastructure telle qu'elle existe. Il y a différents projets dans le secteur également avec le territoire qui faciliteront à l'avenir encore ce déplacement. Et il y a certains aménagements qui pourraient se faire plus ou moins en lien avec l'aménagement de cette route départementale qui raccourciront ces détours. Mais tout ne peut pas se faire en même temps. Construire aujourd'hui une piste cyclable, entre guillemets, ou un aménagement cyclable, c'est la même chose que construire une route. Vous pouvez nous rappeler, pour les internautes, pour qu'ils aient un ordre d'idée, le coût d'un kilomètre Écoutez, ça ne me rajeunit pas, mais quand je suis arrivé ici en 91, aux prémices du plan vélo, on faisait un aménagement dans 2 ans, 2 ans et demi. Assez facilement, M. Becker. Aujourd'hui, faire un bout de piste cyclable, un bout de bande cyclable, ça met entre 5 et 6 ans.
Beaucoup d'études. Beaucoup d'études, beaucoup d'enjeux à prendre en compte. Procédures. De procédures, d'enjeux environnementaux. Judiciarisation, un peu de oui, toutes tout ces à fait. procédures. Et puis tout simplement, il faut du foncier, il faut que les gens soient prêts à vendre, il faut convaincre. Et puis encore une fois, on a des enjeux environnementaux aujourd'hui qui nécessitent et qui justifient pleinement qu'on les prenne en compte. Bon, tout ça, ça prend du temps et quand même aussi la discussion avec les acteurs de terrain. Tout à fait. Il faut convaincre les gens pour trouver encore une fois la meilleure solution par rapport au problème posé. Il n'y a pas de solution universelle. Certains disent qu'il faut faire des pistes, il faut faire des voies vertes. Nous, on n'a pas de préjugés de ce type-là. Chaque fois, on essaie de réfléchir dans le contexte qu'on connaît, qui existe, la meilleure solution par rapport aux besoins des cyclistes. Merci. Agir avec pragmatisme, donc. Et à chaque différent problème, une solution différente. Mais je crois que c'est un peu la marque de fabrique d'une collectivité de proximité comme le Conseil général et qui agit en étroite concertation et partenariat avec les territoires. C'est le pragmatisme, c'est le souci de s'adapter aux réalités du terrain. Les réalités ne sont pas les mêmes en Alsace-Bossu que dans le Piémont, que le long du Rhin. Et je crois que l'intelligence d'une politique aujourd'hui, c'est de s'adapter au mieux et compte tenu des contraintes qui sont les nôtres, de s'adapter au contexte local. Alors là, j'ai une question qui vient de tomber. Je l'aime beaucoup, elle est assez drôle. Pierre nous demande, est-ce que l'expression « pédaler dans la choucroute » est-elle alsacienne? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet internaute? Écoutez, pour pédaler dans la choucroute, je conseille à notre internaute de prendre la route de la choucroute, qui passe en particulier par Krauterkersheim, qui est la capitale du chou à choucroute. Et je crois que il pédalera peut-être pas dans la choucroute, mais il pédalera dans une ambiance qui l'incitera fortement à s'attabler autour d'une bonne choucroute. Voilà. Et on peut aussi lui suggérer de se rendre un des 4 dimanches de juin à la fête du vélo, dans l'un des 4 lieux. Donc je vous rappelle, la fête du vélo, c'est tout au long du mois de juin. Et le dimanche 3, ce sera à Wörth, le dimanche 10 à Marlenheim, le 17 à Lorenzen et le 24 juin à Markolsheim. Voilà, la fête du vélo qui est quand même un grand moment de rencontre pour tous les internautes et puis pour tous les autres aussi. Venir se retrouver autour du vélo, de nombreux lots à gagner, des différentes activités. Vous pouvez, s'il vous plaît, conclure là-dessus et nous en dire un petit peu plus encore. Nous donner peut-être aussi l'adresse web sur laquelle on peut avoir toutes les informations. Tout à fait. Donc, normalement... Normalement, ça s'est affiché sur votre écran. Ça s'est affiché sur vos écrans. Donc, toutes les informations utiles sont facilement accessibles. Donc, c'est un moment de convivialité voulu par le département en lien avec les acteurs du territoire, ouvert à tous. Franchement, vous n'avez aucune raison de ne pas venir. Et si je peux me permettre, oui, bien sûr, je crois. Donc le 3 juin, je ne me rappelle plus exactement à quelle... Le 3 juin, c'est à Wörth. Donc à Wörth, mais le 3 juin, il y aura également une animation proposée à Strasbourg, dans le quartier de la Krutno, sur la place de Zurich, donc qui est organisée par l'association Bretzel et qui s'appelle les Jeux cyclo-olympiques. Donc ce sera différentes épreuves d'équilibre, d'adresse, et différentes épreuves donc, qui donneront lieu également à des lots, puisqu'on travaille en collaboration avec les différents vélocistes présents sur le centre-ville. D'accord. Et donc ce sera l'occasion, ce sera pour couronner, on va dire, 3 jours d'animation proposés par l'association. Le vendredi, un gros apéro démontage, puisque nos pièces détachées, on les cherche effectivement dans les vélos. Dans les vélos récupérés. Dans les vélos récupérés. Et il y a plein de bonnes choses donc et de belles choses à récupérer. Nous invitons tous les internautes qui souhaitent nous rejoindre à venir donc vendredi soir, donc le 1er juin, démonter des vélos avec nous et amener également boissons et nourriture à partager ensemble. Et les informations sont sur votre blog, je crois, si vous pouvez nous donner l'adresse. Sur notre site internet www.bretzel.org. Ok, merci beaucoup. Je vais laisser le dernier mot à Alfred Becker. Alfred Becker, on avait parlé un petit peu avant l'émission et vous nous y aviez dit, l'important maintenant dans la politique du vélo, c'est de changer de braquet. Alors, quels sont, je sais qu'on est dans le plan vélo 2020, là, les inflexions du Conseil général pour les 8 prochaines années maintenant? Écoutez, ces derniers mois, nous avons arrêté le plan vélo 2020, c'est-à-dire un programme ambitieux, pluriannuel, et qui effectivement vise à compléter l'ensemble
des infrastructures, qu'elles soient structurantes, mais aussi en liaison avec les différents territoires. Quand on parle de changement de braquet, j'ai l'occasion de représenter le Conseil général du Bas-Rhin à l'échelle nationale et il y a beaucoup de départements cyclables, mais on constate que traditionnellement, nous sommes un peu modestes par rapport à toutes les infrastructures, par rapport à tout ce qui a été réalisé, par rapport à toute l'offre existante. Aujourd'hui, l'enjeu est pas d'en parler pour en parler, mais réellement de valoriser, tous ces investissements, de les valoriser à une finalité économique aussi. Écoutez, nous sommes à un moment où, toutes les bonnes causes doivent être mobilisées. Mobilisées au service du tourisme cycliste itinérant. Il y a une forte demande, il y a une forte progression aujourd'hui. Alors je crois qu'avec ce que nous pouvons offrir aujourd'hui, il y a moyen de construire un Bas-Rhin, une Alsace attrayante pour le tourisme cycliste, comme il l'est déjà pour le tourisme pédestre, en valorisant nos infrastructures et en y ajoutant aussi toute une série de services qui permettent de compléter l'offre. Donc, quelque part, il appartient aussi à nous, et c'est un des enjeux, de valoriser ce qu'on peut considérer comme un véritable gisement touristique, donc économique, donc d'emploi à terme. Alfred Becker, merci beaucoup. Merci à vous, Christian Weisberger et Carole Bauer et Geoffroy Hebel. Merci beaucoup pour vos réponses. J'espère que les internautes ont pu avoir les réponses à leurs questions. Et rendez-vous, encore une fois, je vous le rappelle, pour la fête du vélo tout au long de ce mois de juin, lors de 4 dimanches, dans 4 lieux différents. Et toutes les informations vous seront communiquées sur le site internet du Conseil général du Bas-Rhin. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain chat.